bonjour à tous. Je m'appelle Nassim Maric, je suis cardiologue interventionnel au centre cardiologique d'Évêquement et avec les procédures de structurelles qui sont faites à Marine-la-Longue. J'ai travaillé quelques années ici, merci au professeur Collet et Montalesco de m'avoir invité pour présenter ces cas cliniques. Donc c'est des cas cliniques de TAVI pour le traitement de la sténose aortique, mais pas que. Donc il y aura deux cas cliniques, le premier assez rapide et le deuxième un peu plus intéressant. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec la présentation. Le premier patient, c'est un patient classique qui a 84 ans, coronarien, avec des troncs communs avec des stents sur le tronc commun, l'IVA et la circonflexe pour un angor, un pacemaker pour une fibrillation atriale, un RAC qui était non serré initialement avec une fonction cardiaque préservée, et puis d'autres antécédents habituels à cet âge-là, un syndrome d'apnée du sommeil, une BPCO et une artérite modérée. Le patient était essoufflé depuis 6 à 8 mois, stade 2 à 3, 2 épisodes de malaise à l'effort quand même. Il consulte son cardiologue qui lui trouve un RAC devenu très serré avec un gradient moyen à 55 mm de mercure, une Vmax à plus de 5 mètres, une HTAP modérée. Le pacemaker ne montre pas d'événements rythmiques qui vont expliquer les malaises ou les pertes de connaissance. Et la biologie montre un retentissement cardiaque du RAC. Voilà des images de sténose aortique en échographie avec un gradient moyen sur l'image en haut à gauche à plus de 50 mm de mercure, une valve aortique en haut à droite qu'on voit qui est très, très calcifiée. Voilà à quoi ressemble anatomiquement une sténose aortique serrée pour les néophytes. Une valve à gauche qui est très fine, pas remaniée, une valve en bas à droite qui est très calcifiée, remaniée. Et on voit anatomiquement à quoi ça ressemble. C'est des images tirées du site de chirurgie cardiaque de la Pitié-Salpêtrière avec en bas à gauche une valve aortique normale et en bas au milieu une valve aortique très calcifiée qui a été enlevée chez un patient qui a été opéré. Donc on a admis le patient dans le service pour réaliser son bilan préopératoire. La coronarographie était rassurante, pas de nouvelles lésions ni rosténose. On a réalisé un angioscanner panaortique évidemment, qui est un examen obligatoire avant un TAVI pour voir la faisabilité du TAVI, discuter et sélectionner la voie d'abord, et également et surtout les dimensions de l'anneau aortique pour choisir la valve, et aussi les risques opératoires avec les diamètres du sinus et les hauteurs des coronaires. On a discuté le patient au staff comme d'habitude, et on a retenu l'indication de TAVI parce que c'est un patient de 84 ans, qui a un risque intermédiaire. Donc on est totalement dans les clous. Rapidement, les images de la coronarographie qui montrent un réseau coronaire athéromateux mais sans sténose particulière, serré. Les images de la coronaire gauche en haut et une petite coronaire droite, tortueuse mais non serrée à gauche. Donc voilà un scanner qu'on a réalisé dans le service. C'est un angioscanner avec un gating électrocardiogramme pour voir justement les voies d'abord, et on peut voir que l'aorte est calcifiée mais assez peu tortueuse. Les diamètres des fémorales en bas à gauche et en bas à droite permettent largement de faire un TAVI. Elles sont à 8-9 mm. Et là, c'est un scanner sur des images là centrées sur le cœur, sur l'anneau aortique, pour faire une mesure de l'anneau aortique et choisir la taille de la valve et l'incidence de travail. Là aussi, c'est des images qu'on fait avec moi. Donc, on mesure le diamètre de l'anneau, la surface et le périmètre, et on choisit la valve avec à l'aide de, voilà, ça c'est un type d'abat qui nous aide à choisir la taille de la valve en fonction des diamètres de l'anneau. Donc voilà une vidéo en image de synthèse qui permet de comprendre un peu comment on fait un TAVI. Donc on a le guide sur lequel on monte la valve qui est franchie et qui est mis dans le ventricule gauche. Ensuite, en CERTI, on descend le ballon à l'intérieur de la valve et on pousse la valve sur le guide pour l'implanter au niveau de la valve aortique. Voilà, je vais vous montrer dans la vraie vie, c'est tout aussi bien. Donc là, on est en place, on a la valve aortique qui est en place. Là, on est en train de la positionner avec une pigtail. C'est une petite sonde qui permet de faire des injections de l'aorte, qui permet de bien positionner la valve aortique. Donc là, on est en train de la positionner. Et là, on va l'implanter en gonflant le ballon à l'intérieur de la valve, car c'est une valve qui est apposée en gonflant un ballon qui est à l'intérieur. Donc on appelle une valve balloon expandable. Et ensuite, on fait une angiographie de l'aorte pour vérifier que la prothèse est bien en place et qu'il n'y a pas de fuite. Donc là, c'est un cas classique de TAVI qui se passe très très bien. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais entre la première image de graphie et la deuxième, il s'est passé 25 minutes. Donc en 25 minutes, on a implanté la valve. Et on vérifie à la fin que l'abord fémoral n'a pas souffert de la procédure, parce qu'on met des cathéters qui sont relativement gros pour permettre de monter la valve. Donc là, le malade, ça s'est très très bien passé. Il n'a fait aucune complication. Le gradient moyen en post-procédure était à 5 mm de mercure, sans fuite quasiment. Une fonction cardiaque normale.
Le patient est sorti à J4 et 1 mois, son cardiologue qui l'a revu était voilà, très satisfait, le patient allait très bien. Là, on a un deuxième cas qui est un peu plus particulier parce que on sort un peu des indications habituelles. Là, c'est une jeune patiente de 60 ans qui n'a pas de facteur de risque, qui a une insuffisance aortique sévère, d'allure rhumatismale, qui est connue depuis des années, et qui en 2014 déjà avait une indication chirurgicale parce qu'il y avait un début de retentissement sur le VG. La patiente refusait la chirurgie. Et malgré l'apparition d'une dysfonction VG sévère, la patiente refusait obstinément d'être opérée. Elle a une fibrillation atriale qui a été choquée, un bypass gastrique pour améliorer ses symptômes, mais d'essoufflement. Ça n'a pas changé grand-chose. Perdue de vue pendant de nombreuses années, elle revient au mois d'août de cette année pour une poussée d'insuffisance cardiaque globale, sans état de choc, mais limite. L'électrocardiogramme s'est modifié, elle a un bloc gauche maintenant. En échographie, elle a une fraction d'éjection à 20-25%, ventricule gauche très dilaté, une IA sévère, de l'HTAP. Donc là, voilà une image d'échographie cardiaque qui montre un ventricule gauche extrêmement dilaté, une dysfonction VG extrêmement sévère. Là, vous avez les images d'une échographie cardiaque transœsophagienne qui montre une fuite aortique sévère. Et là, c'est les images en bas à gauche d'une échographie transœsophagienne couleur. On voit une fuite très importante. Donc là, on a fait évidemment le bilan préopératoire pour cette fois proposer de manière ferme à la patiente de se faire opérer. La coronographie était normale, bilan opératoire, on ne retrouvait pas d'anomalie particulière. La patiente accepte enfin la chirurgie cardiaque, donc on la transfère dans le centre chirurgical pour qu'elle se fasse opérer. À l'arrivée, au bout de 2 jours, elle se dégrade assez rapidement. Elle évolue vers un état de choc cardiogénique et insuffisance ventriculaire gauche, avec des douleurs abdominales, enfin le tableau classique du choc cardiogénique. La patiente va très mal. Nécessité d'introduire de la dobutamine. Et là, rediscussion collégiale du dossier. On a une patiente de 60 ans qui est en état de choc, qui est grave, qui a une dysfonction VG extrêmement sévère, en bas débit, et donc un risque opératoire d'une circulation extracorporelle qui apparaissait majeur. Et donc, on a décidé de faire plutôt un TAVI. Un TAVI, un peu de sauvetage, parce que la patiente était vraiment en train de se dégrader. Donc là, on a fait un TAVI avec une valve un peu différente. C'est une valve auto-expandable. Donc une core valve évolue de 34. Le choix de la core valve, c'est le diamètre le plus gros. Le choix a été choisi sur l'échographie. On n'a pas eu le temps de faire un scanner comme le précédent examen pour choisir une taille de valve, mais on a choisi la taille qui paraissait la plus adéquate. Donc là, la valve, on est en train de positionner la valve est dans l'anneau et on est en train de la déployer. Là, donc sur la dernière graphie, vous voyez qu'on fait une angiographie de l'aorte et on voit qu'il y a une insuffisance aortique assez importante. Et pour l'œil averti, on voit que la valve a un aspect de trop belle valve, elle n'est pas du tout contrainte par l'anneau. On a l'impression de voir la valve à l'extérieur du corps du malade. Donc la valve n'est pas assez ouverte, elle n'est pas assez comprimée par l'anneau aortique. Donc là, on réalise une valvuloplastie, donc on met un ballon plus gros et on essaie d'ouvrir un peu plus la valve. Donc on voit à la fin de la vidéo, la valve est un peu plus ouverte. Et la dernière angiographie, on est plutôt content de nous, parce que voilà, très souvent les cardiologues sont contents de ce qu'ils font. Là, en l'occurrence, on passe d'une IA sévère à une IA qui paraît moins sévère. C'est une patiente très grave, jeune. Donc on se dit, on a une IA grade 1, 2, on en reste là. Donc là, la patiente, sur le plan clinique, l'évolution est très favorable. La patiente est rapidement sevrée de dobutamine, elle va bien. Elle fait de la réadaptation cardiaque, les médicaments sont optimisés, mais elle reste essoufflée, stade 2 à 3. On fait un contrôle échographique qui n'est pas tellement rassurant, qui montre une insuffisance aortique qui reste stade 3 et une diastolie qui reste basse, sans hémolyse. Donc voilà une échographie transthoracique qui montre une fuite paraprothétique relativement importante. Et donc là, on l'a restaffé et on a décidé, là l'alternative, la fuite était sévère, l'alternative était soit d'opérer la patiente, soit de faire ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire un valve-in-valve en mettant une nouvelle valve par TAVI à l'intérieur de l'ancienne, en la gonflant plus fort. Le risque avec cette procédure, c'est qu'on a une valve auto-expandable qui n'est pas très bien accrochée à un anneau qui n'est pas très calcifié. Et donc le risque en descendant la nouvelle valve était de faire plonger l'ancien dans le VG et donc de faire tomber la précédente valve dans le ventricule gauche. Donc l'idée est venue et de retenir la première valve, la core valve. Donc là, vous voyez sur cette vidéo une image de tentative d'attraper la valve au lasso. Donc les voies d'abord, on a un double abord fémoral, un abord fémoral droit qui permet de mettre la nouvelle valve, et à gauche, on a piqué 2 fois l'artère fémorale.
pour mettre un lasso qui va finir par attraper à la fin de la vidéo la core-valve. Ici, la core-valve est attrapée par le lasso. Et puis une autre voie qui permet de faire les injections dans l'aorte pour bien positionner la nouvelle valve. Donc là, vous voyez sur la vidéo la valve comme dans l'image de synthèse, la valve qui progresse dans l'aorte, qui descend, avec surtout ce qui est important de noter, c'est le lasso qui est tendu et qui tient bien la core-valve. Donc là, c'est une procédure qui se fait à 3 mains. Il y a un opérateur, le plus jeune évidemment, qui tient la valve au lasso, et puis les 2 autres opérateurs qui manipulent la nouvelle valve dans l'ancienne pour essayer de la descendre et de l'implanter. Donc là, elle a été implantée, et là, vous voyez une dilatation supplémentaire au ballon pour bien l'impacter, toujours en tenant la core valve, donc la première valve, au lasso pour éviter de la faire tomber dans le ventricule gauche. Et là, vous voyez une angiographie avec la valve tenue, on voit qu'il n'y a pas de fuite, les valves sont bien tenues, et là, en bas à gauche, vous avez une vidéo qui donne un peu de frisson, parce que c'est le moment où on lâche la valve, et là, on espère qu'elle ne tombera pas dans le ventricule gauche, et voilà, elle n'est pas tombée, ça s'est très bien passé. Ça, c'est le contrôle échographique après. En ETO, on voit une valve Edwards qui s'ouvre bien dans une core-valve, et il n'y a quasiment pas de fuite. Vous voyez un tout petit liseré de couleur sur l'image en bas, donc il y a très peu de fuite. Ça a très bien marché. Sur le plan clinique, la patiente allait mieux, moins essoufflée. On a fait une cardioversion de son arythmie pour essayer de la réduire, mais elle a récidivé rapidement, donc on l'a respecté. Elle avait un bloc gauche, dysfonction VG, elle a eu une resynchronisation, et puis depuis sa réadaptation et la resynchronisation, elle est stable. On n'est pas revenu à l'hôpital, on a 5-6 mois de recul maintenant, et elle va plutôt bien, sachant qu'on lui a quand même parlé de greffe cardiaque, parce qu'elle avait une maladie valvulaire au début de son histoire clinique, et maintenant elle a une maladie cardiaque, sa valve est traitée, mais elle a une cardiopathie dilatée, 30% de fraction d'éjection à 60 ans, donc il n'est pas dit qu'à l'avenir, ça puisse évoluer pour son propre compte. Voilà, accessoirement, ça c'est la vue que j'ai de mon bureau, donc... Tu travailles où? Pas si loin. Bon, merci beaucoup, Nassim.